d'être toujours avec nous et vous allez voir, vous allez être heureux d'être resté parce qu'on va parler d'un sujet passionnant maintenant avec deux personnes passionnantes pour répondre à cette question. Est-ce que performer, c'est dans les gènes? Et je vais vous demander d'accueillir et d'applaudir Gérardine, professeure de biotechnologie, et Jean-Noël Missa, médecin et philosophe, qui vont venir avec nous pour répondre à cette question. Messieurs, j'ai volontairement omis vos titres complets. Je vais vous laisser vous présenter parce qu'on est ravis de vous avoir avec nous, mais vous avez des titres à rallonge qui montrent à quel point vous êtes calé sur le sujet, vais-je dire. Gérard, dites-nous, vous êtes, je disais, professeur de biotechnologie. Dites-nous exactement... Donc un parcours de médecin biologiste des hôpitaux, avec une spécialité qui tourne à la biologique et les maladies du sang. Puis après, un parcours d'ingénierie pour le développer les outils sur les 30 dernières années par rapport à ce qu'on appelle les biotechnologies biomédicales. Vous voulez citer les universités pour lesquelles vous travaillez, s'il vous plaît? Oui, alors maintenant je suis en retraite de mes fonctions hospitalières et je suis resté professeur associé à Centrale Supélec, qui est dans le consortium Paris-Saclay. Voilà. Merci beaucoup Jean-Noël. Je vous laisse vous présenter également de façon complète, on va dire. Oui, je suis médecin et philosophe de formation et directeur de recherche au FNRS en Belgique, l'équivalent du CNRS. Et je suis également professeur à l'Université libre de Bruxelles et je m'intéresse à la philosophie de la médecine, la philosophie des neurosciences et depuis quelques années à la question de l'émergence d'une nouvelle médecine non thérapeutique, la médecine d'amélioration. Et justement, on va se poser cette question, est-ce que nous sommes égaux devant les performances sportives? Gérard, on va partir peut-être du tout début, bien expliquer ce que c'est que la biotechnologie et comment on en est arrivé à détecter les gènes de performance, on va dire. La biotechnologie, c'est l'ingénierie dans le vivant. C'est-à-dire que le vivant est une matière. Ce vivant, il peut être exploré, il peut être modifié, il peut être amélioré. Voilà, c'est ça. Donc ça a permis des progrès fantastiques appliqués, quelle que soit l'espèce, les espèces végétales et les espèces animales. Les humains, nous appartenons aux espèces animales. Et donc on peut modifier aussi de l'humain, on peut trouver le fonctionnement de l'humain exactement comme si on peut modifier par exemple une bactérie pour essayer de produire de l'hydrogène. Il y a une progression, une évolution dans ces recherches assez extraordinaire depuis 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? C'est très simple, si vous voulez. Il y a 30 ans, il fallait 3 mois pour séquencer un gène. Aujourd'hui, il nous faut 3 heures. Voilà. C'est pour ça qu'on a pu faire face à la pandémie. C'est assez incroyable. On imagine les conséquences que ça a sur la recherche, notamment dans le sport. Le sport est une activité humaine et à partir de là, il n'échappe pas bien entendu au panel des recherches. À partir du moment où, par exemple, des chercheurs travaillent sur le métabolisme énergétique de l'humain par rapport aux maladies de l'énergétique, qui donnent des maladies cardiovasculaires, automatiquement, vous vous retrouvez à regarder ce qui se passe par rapport à ce qui peut expliquer une performance et à partir de là, l'application, elle est automatique et normale. Je vous laisse peut-être prendre la télécommande pour qu'on illustre un petit peu votre propos, qu'on va mettre également dans l'écran sur ce sujet. Alors moi, j'ai essayé de résumer sur quelques diapositives par rapport à ce qu'on vient de dire ensemble, ce qui s'est passé par rapport au sport. Donc, une étude fantastique américaine comme les font les Américains, qui s'appelle Héritage et qui dure toujours avec les arrière-petits-enfants de ceux qui ont commencé il y a 30 ans, dirigé, coordonné par un Canadien-Français, en clair un Québécois qui s'appelle Bouchard mais qui vit aux États-Unis, a postulé dès le début, travaillant sur l'obésité, que 60% des performances sportives étaient reliées à une réalité génétique. Au moment où on commençait à séquencer assez facilement, un grand physiologiste anglais à Oxford, Montgomery, qui travaillait sur le contrôle de la pression artérielle, a fait une découverte totalement inattendue qu'on a mis beaucoup de temps à expliquer. C'est-à-dire qu'un des gènes qu'on appelle ACE, le cousin de ACE2, celui qui laisse passer le Covid, mais ce ACE1, en fait, régule la tension artérielle, comme l'autre aussi d'ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il a fait une étude totalement inattendue
pour essayer de comprendre, et il a comparé des alpinistes au-dessus de 8000 à des gens standards, et il a découvert qu'il y avait un polymorphisme, c'est-à-dire une petite différence d'adaptation du gène qui faisait que ceux-là étaient beaucoup plus doués pour les exercices aérobie, c'est-à-dire d'endurance. Donc, au niveau des mutations, on a donc des panels de mutations aujourd'hui énormément répartis, si vous voulez, et en l'occurrence, ces panels sont applicables au sport. Ce n'est pas forcément une recherche tournée vers le sport, mais c'est une recherche qui a été effectivement mise en place. Je pense que ce n'est pas les bonnes diapos. Je suis un peu ennuyé, mais ce n'est pas grave. Prenons le temps de trouver les bonnes, si vous voulez. Cartographie des métiers, ça, c'est pas bon du tout. Non, ça, c'est a priori, vous n'allez pas nous parler de la cartographie des métiers, mais vous seriez capable de le faire, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, je vais résumer très rapidement, c'est pas grave. Donc, en fait, ce qui s'est passé très rapidement par rapport à cette introduction, c'est que, si vous voulez, on a, à travers les maladies génétiques, mis en évidence un certain nombre de situations critiques. Et, par exemple, vis-à-vis du dopage, on s'est rendu compte, lorsque le passeport biologique a été mis en place, qu'un certain nombre de gens pouvaient être suspects de dopage à partir du passeport biologique. Et voilà. Merci beaucoup. Nous avons les bonnes diapos. Voilà. Donc, les pionniers, nous les avons. Ouais. Donc là, ça passe plus, malheureusement. Les premiers, notamment donc, Bouchard, je répète et je synthétise, mais là, donc, 60% des éléments de la performance sportive sont en relation avec des prédispositions génétiques. C'était un postulat par rapport à leur travail sur le... Ce qui répond en partie à notre question de savoir Absolument. si la performance est dans les gènes, et c'est vraiment un chiffre vraiment, vraiment important. Après, il a fallu le prouver par les outils qui n'étaient pas à hauteur de ce que Bouchard annonçait. Donc ces outils ont été boostés par la lutte contre le dopage liée aux produits dopants recombinants. C'est-à-dire, voilà, parfait. Donc si vous voulez, lorsque le PO arrive, c'est une révolution. Les contrôles toxicologiques aisés à contrôler les amphétamines et les stéroïdes ne marchent pas, puisque le PO, c'est une bioproduction cellulaire par génie génétique. Ce qui veut dire que moi, j'ai de l'EPO dans mon corps. Oui. Et que pour renforcer mon corps, je vulgarise complètement, Oui. on va produire la même chose que je produis dans mon corps et m'en mettre un peu plus. Absolument. Je schématise vraiment, mais Donc, voilà. Ça a été fait pour les insuffisants rénaux et les leucémiques, pas pour les gens pas malades, mais évidemment utilisé par quelqu'un de pas malade, ça va vraiment le booster. Et alors, au moment où le passeport biologique se développe au début des années 2000 pour contrer ce dopage qui est très compliqué à contrer, on va s'apercevoir qu'un certain nombre de sportifs sont suspects, mais pas dopés. Et donc, on va avoir le début de la révolution génomique qui va nous permettre de faire du génotypage. Et à l'époque, notre équipe travaille sur le développement du génotypage pour un certain nombre de maladies génétiques. Parmi les maladies génétiques, il y en a une qui est fantastiquement importante au niveau du fer. Elle peut intoxiquer les gens, ça s'appelle l'hémochromatose. Et quand on fait du sport intensif, on crée une inflammation à 25 heures ou 30 heures par semaine, et on va avoir l'IL6, que tout le monde connaît depuis le Covid maintenant, le choc cytokinique. Évidemment, on n'est pas multiplié par 200, mais par 5 ou 10. Et on va mettre en jeu, si vous voulez, l'insuline du fer qui s'appelle l'hepsidine. Ce qui fait que le fer chez le sportif va être présent, mais pas disponible pour l'oxygénation du sang et du muscle. Donc, perte d'énergie. Lorsqu'on va faire cette étude, par rapport aux gens suspects de dopage, on va découvrir que les mutations qui donnent la maladie vont protéger les sportifs porteurs vis-à-vis de la nécessité d'avoir le fer disponible. Et donc, c'est un avantage, comme on dit en biologie, sélectif. Donc, ils sont meilleurs sur le long cours. Et ils n'ont pas de burn-out, de fin de saison ou de surcharge. Parallèlement, on travaille sur d'autres maladies, pas nous, au niveau international. Il y a une maladie des tissus conjonctifs terrible lorsqu'elle est massive, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui n'est pas compatible pour certaines formes avec la vie, qui va entraîner des fragilités tissulaires ou vasculaires, mais qui peut entraîner des problèmes sur le collagène. Qui dit collagène dit tendon, dit ligament, et des collègues d'Afrique du Sud vont mettre en évidence par rapport à la tolérance à la charge, c'est-à-dire à la susceptibilité à la blessure de tendon,
une rupture du croisé antérieur, dont tout le monde sait que c'est quand même très très fréquent dans beaucoup de sports portés, et l'individu qui va être porteur de ce polymorphisme fera moins d'accidents. C'est quand même tout à fait intéressant. Fin d'année 2021, dernier exemple. Il y a une dizaine d'années, on a développé des EPO sur culture cellulaire humaine, donc très très proche de la nôtre par rapport aux autres. Le test EPO en novembre 2021, de la part des chercheurs chinois, dans des populations élargies au sport mondial, met en évidence que le test peut se tromper, le test urinaire peut se tromper, font un séquençage et découvrent un mutant de l'EPO qui entraîne une espèce de réaction aux globules rouges naturelle, sans EPO exogène, mais qui peut condamner le sportif en raison d'un test positif. Donc on va au séquençage. Février 2022, l'Agence mondiale antidopage est obligée de modifier sa procédure de contrôle antidopage urinaire et va donc être obligée régulièrement, comme on fait déjà pour l'hémochromatose, de pouvoir faire des séquençages par obligation. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les sports très organisés avec beaucoup d'argent, beaucoup d'environnement et beaucoup d'enjeux économiques par rapport au corps de la performance? On a donc une combinaison qui est publico-commerciale, qui dit dans les équipes de foot, il faut regarder le collagène, moins de blessures si vous êtes prédestiné. Vous regardez le HFE, celui qu'on a identifié pour la tolérance à la charge sur le long cours. VEGF, c'est la meilleure cicatrisation. MCT1, c'est l'acide lactique par rapport à la tolérance musculaire. Et comme il faut être explosif dans le football, tout en étant quand même un petit peu endurant grâce au HFE, il faut avoir une capacité d'élasticité au niveau des protéines d'attache avec l'actinine qui a été découvert par les Australiens et qu'on a appelé le gène du sprinter. Voilà. Et aujourd'hui, puisqu'on est en 2022, 2021, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir cet article d'une équipe internationale dirigée, les Britanniques reviennent, Oxford. Il n'y a aucun secret au succès d'un certain nombre d'équipes qui viennent des découvertes d'Oxford dans la préparation amont, dans la sélection, bien entendu, avec probablement moins de dopage. Donc là, vous avez l'ensemble, c'est une espèce de catalogue de l'ensemble des gènes d'intérêt, endurance, force, explosivité, susceptibilité aux blessures tendo-ligamentaires. Et pour ceux qui s'intéressent à l'élargissement, 2 mois après, les collègues de Stanford, qui ne sont absolument pas dans le sport, font un travail sur les 7 millions d'années du primate ancestral qui s'est mis debout, peut-être du côté du Sahara, c'est ce qui est en train d'être découvert en ce moment. Et on est passé donc d'une modification de phénotype musculaire anaérobie à une participation aérobie. Donc si cela s'intéresse, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc je prends cette diapositive entre génotypes. Parfois pour la taille, il faut 40 génotypes pour avoir le phénotype de taille. Alors je vais, parce que quand on en a discuté, j'ai résumé ça, je fais de la traduction. Génotype, on va dire que c'est la cause, et le phénotype, la conséquence. J'ai par exemple le gène pour être grand, la conséquence c'est que je suis grand. Mais il vous en faut 40. Voilà. 40 gènes différents. Je suis traductrice de Gérardine, c'est mon nouveau rôle. Par contre, si vous voulez avoir la bonne EPO, vous avez un génotype et vous avez l'EPO des Chinois. Non, mais c'est fascinant. Super. Cette découverte, elle est fascinante. Je veux que vous nous expliquiez le rapport entre les chasseurs-cueilleurs et les sprinteurs d'aujourd'hui. C'est la même chose, ça va tout droit. En fait, l'ancêtre entre les grands singes, les grands singes ont eu leur ancêtre. Et nous, les humains, on a eu un autre ancêtre et on n'a toujours pas retrouvé celui qui va donner les deux. Les grands singes sont hyper conservés dans leur génétique et nous, on est hyper adaptatifs et conservés dans notre génétique. Et ça s'est passé entre 7 millions d'années et 200 ou 300 000 ans, tout en continuant à en acquérir. Par exemple, la mutation HFE n'a que 6 000 ans. C'est la glaciation. Et si vous voulez, quand on est devenu aéro-anaérobie, bipède, le cerveau s'est développé, on a inventé les outils, on est devenu des chasseurs-cueilleurs, on a conquis la planète
puisque ce n'était pas tout à fait pareil. Il y avait peut-être des troncs pour passer là où il y avait un peu d'eau. On a conquis la planète complètement et on a commencé à oxyre les grands mammifères qu'on arrivait à blesser et qu'on suivait comme les loups parce qu'on était capable de courir à petite vitesse, aérobie, ou de marcher très très longtemps, aérobie, tout en étant parfois réactif, anaérobie. Donc les champions d'aujourd'hui sont des sujets d'études fantastiques de la compréhension de notre ancienneté et pas seulement les recherches dans le Sahara. Voilà. Merci beaucoup. C'est fascinant. Et Jean-Noël, il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Gérard. Moi, je vais vous demander, vous, c'est sur quoi vous avez envie de rebondir en premier, parce que moi, j'ai plein de questions aussi. C'est impressionnant en écoutant Gérardine de voir combien les gènes sont importants dans la performance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la philosophie du sport et qu'est-ce qu'on récompense dans le sport et pourquoi considère-t-on, par exemple, que ce n'est pas bien de se doper, si on prend la question d'un point de vue philosophique. Alors, Gérardine nous a montré tous les gènes qui permettent de potentialiser la performance. Mais si on sort du contexte du sport et qu'on élargit ça à l'ensemble de la médecine et à la société, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est un phénomène d'effacement des frontières entre une médecine classique qui est thérapeutique et une médecine qui est une médecine d'amélioration. Donc, il n'est plus là pour guérir des patients, ni pour prévenir des maladies, mais pour permettre d'améliorer des fonctions physiques et mentales de l'être humain. Et pour gagner en performance, si on revient à notre titre. Si on reprend certains gènes qui sont mis en évidence, en jouant avec ces gènes ou en faisant de la thérapie génique, eh bien, vous allez pouvoir améliorer la performance de l'athlète. Alors, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que ce n'est pas autorisé? Si on prend des exemples simples, pour que ce soit plus clair, on peut donner des exemples liés à la pharmacologie ou des exemples liés à des technologies comme la thérapie génique. Un exemple lié à la pharmacologie, c'est évident, dans le domaine du sport, c'est l'EPO. Au départ, l'EPO a aussi été utilisé dans les années 80 pour soigner certains types d'anémie. Mais si vous augmentez le nombre de globules rouges, vous pouvez aussi donner de l'EPO à des athlètes qui n'ont pas de maladie. C'est ce qu'a fait le docteur Conconi au début des années 90 en proposant l'EPO à pas mal d'athlètes participants, notamment au Tour de France. Et donc, vous passez d'une médecine thérapeutique à une médecine de pente. Alors, de la même façon, pour les étudiants, moi je donne cours en première année médecine, je sais qu'un certain nombre d'étudiants utilisent des dopants cognitifs. Les dopants cognitifs peuvent aussi être utilisés dans le sport. Mais on se rend compte que... Type bêta-bloquant Oui, de la ritaline, des amphétamines, du modafinil, des médicaments qui permettent soit d'être plus attentifs... Et qui boostent la performance aussi. Qui boostent la performance, mais au niveau cognitif, donc pas uniquement pour le sportif. Mais là, c'est relativement bien toléré. Il y a même eu un article de la revue Nature sur le dopage cognitif chez les chercheurs et chez les académiques. Et on s'est aperçu que 20% des chercheurs interrogés, qui étaient des lecteurs de la revue Nature, admettaient utiliser de temps à autre et parfois fréquemment des dopants cognitifs. Or, eux aussi sont en compétition pour obtenir des bourses. Est-ce qu'il faudrait contrôler cela ou est-ce que je dois organiser un contrôle antidopage à la fin de mon examen en première année médecine? Et donc, ça fait rire tout le monde. Mais alors, pourquoi il y a un tel puritanisme par rapport au sport? Et je pense que c'est, si on fait l'analogie entre le débat philosophique autour de la médecine de la performance, donc la médecine d'amélioration, si on prend le sport comme un des exemples, un des domaines de cette médecine d'amélioration, alors le débat change complètement parce que, prenons aujourd'hui, Gérardine n'a pas cité Lee Sweeney, mais Lee Sweeney, c'est un spécialiste de la thérapie génique. Et il travaille sur l'IGF-1, qui est un facteur de croissance. Et évidemment, Lee Sweeney, au départ, il n'a pas du tout... son objectif, ce n'est pas d'améliorer la performance des sportifs. Son objectif, c'est un objectif thérapeutique. C'est effectivement d'aider des malades atteints, par exemple, de maladie de Duchenne, une dystrophie musculaire, pour essayer d'atténuer leur maladie en envoyant vers les cellules musculaires des gènes qui codent pour ce facteur de croissance. Il a fait ça, il y a eu des protocoles chez des humains, il y a aussi des protocoles sur des souris où il crée des souris transgéniques qui ont une musculature qui est beaucoup plus impressionnante qu'une souris normale. Et donc, si on reprend ça dans une perspective plus large, Lee Sweeney a été interviewé
par le comité américain de bioéthique en 2002-2003, à l'époque où ce comité américain, President Council on Bioethics, donc comité consultatif national d'éthique aux États-Unis, qui préparait un avis, un rapport sur au-delà de la médecine, au-delà de la thérapie, biothérapie. Et pour rédiger ce rapport, eh bien, les membres du comité ont invité un certain nombre de médecins, mais aussi des philosophes, des sociologues, pour réfléchir au problème. Et ils ont interviewé Lee Sweeney, qui parle et qui explique, voilà, moi, mon souci, c'est pas du tout d'améliorer l'être humain, mon souci, c'est de guérir des gens, mais en même temps, je constate que quand je publie mes recherches sur ces souris transgéniques à la musculature impressionnante ou sur ces protocoles pour aider des patients atteints de maladie de Duchenne, je reçois des coups de téléphone d'athlètes ou de coachs qui disent « mais docteur, ça nous intéresse beaucoup. Moi, je suis coach, j'ai une équipe de joueurs qui participent à des compétitions de football américain. On est prêt à rentrer dans votre protocole. » Donc, il y a là... Mais justement, ce que je trouve intéressant, Jean-Noël, et moi, ce qui m'étonnait dans ce que racontait Gérard aussi, c'est que les recherches spécifiquement sur le sport, finalement, arrivent juste maintenant. Avant, on faisait des découvertes en rapport avec le sport pour soigner des maladies. Quand le problème du dopage s'est posé, mais avec les enjeux, notamment économiques, que représente le sport maintenant, on commence seulement à payer de la recherche autour du sport. Non, pas du tout. En France, oui. En France. Ça ne passe rien, on est d'accord. Mais que font les Chinois, les Américains, qui sont les principaux pourvoyeurs de médailles olympiques, par exemple? L'équipe qui a fait le catalogue de 2021, c'est une équipe dans laquelle vous avez une partie des chercheurs de l'Est, des anciens pays de l'Est, en particulier les pays baltes. Vous avez des Russes, vous avez des Britanniques, vous voyez les Africains du Sud qui travaillent beaucoup avec les Polonais, et si vous voulez, je vous ai parlé de Chinois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de différence du point de vue de la recherche génomique entre, comme tu l'as dit, entre ce qui est fait par rapport à la thérapie ou au diagnostic et les applications sportives. L'intérêt, par exemple, de l'équipe qui a publié ce petit bandeau avec ces 5 gènes, c'est qu'en fait, c'est la meilleure combinaison possible pour avoir éventuellement des joueurs performants qui se blessent beaucoup moins par rapport à la charge économique, pour parler poliment. Et ça veut dire qu'on va utiliser le mot, ça veut dire qu'on va sélectionner des gens qui ont les bons gènes pour pratiquer le sport pour lequel on va les payer. C'est le grand débat. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Moi, je ne suis pas totalement capable de l'aborder, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit deux. En tout cas, vous, ce que vous pouvez dire, c'est qu'on peut le faire. Ah ben, bien entendu. Voilà. Si vous voulez, aujourd'hui, en France, c'est pas possible d'avoir son séquençage, mais il suffit de sortir de là et de taper sur Internet, et vous allez... Vous appelez Gérard, il vous fait votre séquençage. Non, c'est trop tard. Moi. Non, mais oui, on peut le faire. Certains, peut-être, s'en servent déjà pour faire ces sélections. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des portails informatiques qui vous proposent aujourd'hui de faire votre séquençage à façon par rapport à votre pratique sportive. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le problème étant que pour que ça soit rationnel, il faut que ça soit intelligemment fait, parce que ce tableau, il montre bien qu'il y a le génotype et le phénotype. Et si vous ne mettez pas en perspective le phénotype sur le terrain par rapport au génotype, vous perdez 90% de l'intérêt du séquençage. Donc en fait, il faudrait que les choses se fassent de manière harmonieuse. Jean-Noël, cette idée de sélectionner les individus et aussi, alors, si on fait le pas, et de les améliorer potentiellement. On en parle beaucoup. C'est pas tout à fait la même chose, mais si vous lisez les codes d'éthique de l'AMA, on va vous dire que le dopage est contraire à l'esprit. L'Agence mondiale antidopage, je le rappelle. L'Agence mondiale antidopage, donc le texte d'éthique de l'AMA, que le dopage est contraire à l'esprit du sport. Alors, quand on réfléchit à ce qu'est l'esprit du sport, je parle ici du sport de compétition, pas du sport loisir, évidemment, mais je pense que l'esprit du sport de compétition, c'est maximiser la performance. Vous allez avoir des Jeux Olympiques à Paris dans quelques années, et vous avez envie d'avoir que les Français gagnent beaucoup de médailles, c'est comme ça. Il y a une Coupe du Monde. Moi, j'ai envie que la Belgique soit championne du monde. Et Evenepoel, quand il non, ça ne sera pas possible. Mais... oui, ce sera
Ce sera difficile, effectivement. On a raté une opportunité il y a 4 ans, malheureusement, en demi-finale contre la France. Et donc, ce que veulent les athlètes quand ils participent à une compétition, c'est gagner la médaille, si possible la médaille d'or, être sur le podium et battre des records du monde. Et donc, c'est maximiser la performance. Et si on prend cette logique du sport, qui est maximiser la performance, que faut-il ? Eh bien, il faut d'abord, effectivement, c'est la première étape, sélectionner des athlètes. Le diamant brut, un Eddy Merckx, à l'époque, il n'y avait pas de génomique à l'époque d'Eddy Merckx, mais empiriquement, on a vu qu'il avait du talent. Un Marco Pantani, une Paula Radcliffe, etc., etc. Ou un Ben Johnson, un Carl Lewis, donc des gens qui ont un talent naturel exceptionnel. Alors, aujourd'hui, ce diamant brut, il va falloir le tailler. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de sélectionner ces diamants bruts, de les repérer aussi grâce à la génomique. Alors pourquoi s'en priver ? Je pense que ce serait certainement une erreur de ne pas utiliser ces nouveaux outils, d'autant plus que ça me semble tout à fait conforme à l'éthique. Alors deuxième étape, c'est une fois que vous avez sélectionné ce diamant brut, il faut l'aider, il faut le tailler, donc il faut lui donner une équipe d'entraîneurs pour maximiser son potentiel. La troisième étape, c'est la technologie extérieure au corps, donc l'équipement, le meilleur équipement possible. Si c'est un cycliste, un vélo avec des pédales lourdes qui a le meilleur dérailleur, etc. Et alors, la quatrième étape, et là on est dans le tabou, c'est... la fameuse amélioration dont je parlais. C'est affiner la performance par la biomédecine. Et donc là, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit ? Ça veut dire faire de la modification génétique ? Pas uniquement la modification génétique, c'est tout ce qui est aujourd'hui interdit par l'AMA, peut-être à raison, et si je réfléchis, je ne dis pas qu'il faut... On pose les enjeux. C'est la possibilité d'améliorer la performance par la biomédecine, soit par des produits pharmacologiques, dopage pharmacologique, ou par la biotechnologie, thérapie génique, ou... on a aujourd'hui des outils impressionnants comme le CRISPR-Cas9 qui permet de modifier, de couper et de coller l'ADN et donc de recomposer le génome. On pourrait aussi utiliser ces outils-là. Mais là, il y a un tabou et on n'accepte pas cela. Alors, si j'en reviens à la comparaison avec les autres domaines, parce que les 4 grands domaines de la médecine d'amélioration, et c'est tout à fait lié au sport, c'est de meilleurs enfants, donc la question de l'eugénisme, donc sélectionner des enfants et éventuellement modifier leur... Et juste, je vous coupe là-dessus, ces enfants, par exemple, Gérard, ces enfants, si un enfant, si ses 2 parents ont été champions olympiques du 100 mètres, a priori, ce sera lui le diamant pur dont nous parle Jean-Noël. Il y a une corrélation qui est évidente dans les 60% on revient aux chiffres dont on parlait tout à l'heure. Les statisticiens du sport ont montré ça avant qu'on ait les outils pour montrer qu'on pouvait le faire. Que ce soit, comment dirais-je, acceptable ou pas acceptable. En fait, toutes les grandes études ont bien montré, notamment une étude de l'IRMES, que si vous voulez être champion, en tout cas, si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, statistiquement, il vaut mieux qu'un de vos 2 parents ou vos 2 parents ait fait les Jeux Olympiques. Ça, c'est clair. C'est statistique. Non, mais c'est pas biologique. C'était pour mais c'est in fine sur des bases biologiques, on est bien d'accord. Oui, c'est pas évidemment, juste une histoire d'environnement, forcément je vais te mettre au sport aussi parce que j'en ai fait, c'est pas juste... Voilà. Alors évidemment, après, il faut s'entraîner dans la bonne discipline par rapport à... Voilà. Et ça rejoint ce que Jean-Louis a dit. Donc les grands domaines, pour en revenir après au sport, c'est l'amélioration ou la sélection des enfants dès le stade embryonnaire. Le deuxième grand thème, c'est l'amélioration des performances sportives. Le troisième, la possibilité de prolonger la vie par la biomédecine, donc de ralentir le vieillissement. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de recherches sur l'animal qui donnent de grands espoirs, et on sait que c'est aussi un des thèmes chéris des transhumanistes, à savoir l'immortalité. Donc on n'arrivera évidemment jamais à l'immortalité, mais prolonger la vie. Enfin, il y a des données qui indiquent que c'est possible. Et le dernier thème, c'est la modification du système nerveux central par la pharmacologie ou par la biotechnologie pour améliorer les fonctions cognitives ou les fonctions immorales. Et donc, je parle de ça parce qu'il y a tout un débat philosophique aujourd'hui autour de ces questions de la médecine d'amélioration où vous avez différentes positions en présence. Tandis que dans le sport, on a l'impression qu'on a réglé le problème d'un point de vue philosophique et éthique en imposant une seule position. Et les gens ne s'en rendent pas compte. À savoir que dans le domaine du sport,
la philosophie du sport de compétition, aujourd'hui défendue par l'Agence mondiale antidopage et les autorités sportives et la plupart des gens de façon non consciente, c'est une philosophie naturaliste du sport. C'est-à-dire une philosophie qui considère que ce qui doit être récompensé dans le sport, et peut-être que c'est une très bonne chose, c'est non seulement le talent naturel, mais aussi les efforts accomplis par l'athlète pour développer ce talent naturel, mais sans avoir recours à la science, à des produits pharmacologiques ou à la biotechnologie. Notamment par crainte de mettre en danger les personnes qu'on soit modifierait génétiquement, soit à qui on donnerait du dopage. Bien sûr, c'est l'argument. L'idée, c'est quand même de protéger les... C'est effectivement les valeurs qui sont les plus importantes dans le domaine du sport de compétition, c'est minimiser les risques pour la santé de l'athlète et maximiser l'équité sportive. Et au nom de risques pour la santé de l'athlète, on interdit le dopage. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi... Alors, je ne dis pas qu'il faut accepter. Ce qui semble être une bonne raison, quand même. Oui, mais sauf que je pense que ça ne fonctionne pas et que le dopage n'est pas nécessairement dangereux pour la santé et que si je vous demande pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de se doper, vous allez me répondre parce que c'est tricher, vous auriez raison. Vous allez me répondre que ce n'est pas bon pour la santé et effectivement, certaines formes de dopage sont très dangereuses pour la santé et que tout le monde ne concourt pas sur un pied d'égalité. Et donc, ce sont des raisons qui sont acceptables, mais on peut discuter ça et donner des arguments pour expliquer que la raison véritable, ce n'est pas les risques pour la santé. La raison véritable, c'est l'adhésion à une philosophie naturaliste du sport qui considère qu'il faut respecter le donné naturel et que l'athlète doit, pour gagner la compétition, se baser uniquement sur le talent naturel et ses efforts pour potentialiser et actualiser ce talent, mais sans avoir recours à des technologies ou à la science. Alors que dans d'autres domaines, eh bien, il y a d'autres philosophies possibles qu'une philosophie naturelle. C'est quoi le dopage qui n'est pas dangereux? On parle de quelle forme de dopage, par exemple, qui n'est pas dangereux pour la santé? Eh bien, si vous prenez, je pense, enfin, je ne suis pas hématologue, mais si vous prenez de l'EPO comme le faisait le docteur Conconi ou le docteur Ferrari, enfin, Armstrong n'a pas eu de problème parce qu'il a pris de l'EPO, il n'a pas eu de problème parce qu'il a pris des transfusions sanguines. Donc, si vous êtes raisonnable et que vous êtes suivi par un médecin et que vous prenez de l'EPO en laissant l'hématocrite inférieur à 50%, ce qui était le cas dans les années 90, où on n'avait pas moyen de détecter l'EPO, et où la plupart des athlètes, ça a été démontré, avaient recours à l'EPO pour augmenter artificiellement leur hématocrite, la quantité de globules rouges, jusqu'à 50%. Donc il y a eu un dopage massif sur le Tour de France, et pas uniquement sur le Tour de France, dans les années 90, qui était accepté institutionnellement, puisqu'on avait mis cette barrière à 50%. Et donc, là, je pense que ce n'est pas très dangereux de prendre de l'EPO sous contrôle médical. Et alors, même expérience de pensée, donc je suis philosophe, donc imaginons une forme de dopage qui soit non seulement qui ne soit pas dangereuse, mais qui pourrait éventuellement diminuer les risques. Et alors là, l'exemple ne vient pas de moi, c'est Buddy Miller, qui est un skieur américain qui a gagné plusieurs médailles d'or, qui probablement ne se dopait pas, mais il dit, mais pourquoi est-ce qu'on m'empêche de prendre des dopants cognitifs? Si effectivement, ça peut améliorer ma concentration, mon attention, lorsque je descends la piste de Val d'Isère à du 150 km/h et je prends des risques, effectivement, peut-être que si je prends un dopant cognitif, je pourrais diminuer les risques. Donc, on n'en sait rien, mais on pourrait imaginer des études testant des expériences de pensée, des skieurs prenant ou ne prenant pas le dopant cognitif pour minimiser les risques. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a un tabou autour du dopage parce que la raison véritable de cette interdiction du dopage et de ce tabou autour du dopage, c'est l'adhésion à une philosophie qui est une philosophie naturaliste du sport. Alors que sur la médecine d'amélioration, vous avez d'autres philosophies possibles. Une philosophie transhumaniste qui considère qui est sans doute excessive, mais qui considère qu'il faut utiliser la technoscience pour améliorer les fonctions physiques de l'être humain. Moi, je ne suis pas transhumaniste. Et une philosophie libérale qui dit que c'est à chacun de décider s'il souhaite ou pas s'auto-améliorer ou utiliser la technoscience. Par exemple, imaginons que Pfizer sorte un médicament qui permette de ralentir le vieillissement. Alors, voilà, ça sort, on a montré que ce n'était pas dangereux. Alors, est-ce que vous allez chercher le médicament en pharmacie ou pas? Alors, sans doute que tout le monde ne va, parce que philosopher, c'est accepter la mort, c'est apprendre à mourir, mais
tant qu'on n'a pas de technologie permettant de prolonger la vie, d'accord, mais si vous avez la technologie change la donne. Si vous avez une technologie qui permet... J'entends ce que vous dites, mais les règles du sport, quand on participe à une compétition sportive, on s'inscrit dans cet esprit du sport dont vous parliez. Mais... après, reste à savoir, voilà, effectivement, quand on a des enjeux... de Jeux Olympiques, Gérard, on peut se dire, il faut peut-être pas que je sois plus bête que les autres. Si les autres sélectionnent leurs athlètes, les améliorent, est-ce que moi, je suis censé garder cette position naturaliste, comme le disait Jean-Noël du sport? C'est sûr que la question peut se poser. C'est-à-dire qu'une des réponses, c'est effectivement une meilleure compréhension de la performance, à partir de l'ensemble des outils qui sont à notre disposition. À partir de ce moment-là, on peut effectivement rester dans une vision qu'on pourrait qualifier de la règle du jeu qui est à base naturaliste en employant ces outils. Alors, ces outils, par contre, lèvent un autre problème. C'est l'utilisation de ces outils de manière intelligente pour justement ne pas avoir... pour pouvoir minimiser les blessures, par exemple. Par exemple, on sait très bien que les footballeuses se font des ruptures de LCA sans contact à peu près 3 fois plus que les garçons. C'est quand même un énorme problème. Donc, l'analyse de l'ensemble des critères qui permet de comprendre pourquoi il y a cette situation, et Dieu sait qu'on est proche d'y arriver, grâce à l'ensemble des outils qu'on a, permettrait effectivement d'avoir moins de filles blessées. Et donc, ça serait un avantage, passez-moi, par rapport à la charge et par rapport aux enjeux économiques. Mais avec une visée thérapeutique, là. Nous sommes d'accord. Le problème étant qu'effectivement, si à un moment donné, vous ne sélectionnez que des filles qui sont porteurs du gène de résistance collagénique, il peut y avoir une façon de préparer les choses. Mais encore une fois, là, et c'est bien que cette diapo soit restée, le problème, c'est qu'il faut là exercer le phénotype. C'est pas le tout d'avoir le gène. Si vous ne faites pas, si vous n'avez pas l'environnement pour aboutir au phénotype, et nous sommes d'une complexité incroyable, nous les êtres humains, vous ne pourrez pas forcément avoir la performance. Donc en fait, il faut intégrer progressivement ces outils dans l'environnement de la compréhension de la performance, pas de façon anecdotique comme ça se fait en ce moment par un portail internet qui va entraîner un envoi d'un écouvillon dans un labo américain qui est masqué, souvent académique, par un portail commercial, avec une escroquerie et pas de retour. Il faut avoir une démarche cohérente. Et en cela, on a une approche totalement similaire. Après, il y a des débats, effectivement, vis-à-vis du côté naturaliste. Et est-ce que ces débats, on les a là ce matin, Jean-Noël, est-ce que ils existent alors, j'imagine à l'Agence mondiale antidopage qu'on continue, j'espère en tout cas, à réfléchir à ces questions-là. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que dans toutes les instances sportives, on réfléchit à ces questions-là ? On en parle ? Je pense que l'Agence mondiale antidopage, ils ont leur solution. Et donc, cette solution, c'est adopter une philosophie naturaliste du sport, qui a d'ailleurs été théorisée, c'est dommage, dans le code d'éthique et dans les textes de l'AMA, ils auraient pu s'appuyer sur des philosophes, des philosophes comme Michael Sandel, qui était membre du comité américain de bioéthique, ou comme Thomas Murray, qui était président du Hastings Center, un des plus prestigieux centres d'éthique dans le monde, qui ont écrit effectivement des ouvrages, The Case Against Perfection, qui est un ouvrage qui défend une philosophie naturaliste, Thomas Murray la même chose, mais on ne remet pas en question cette philosophie naturaliste dans le sport. On le fait de l'extérieur. Vous avez aujourd'hui des philosophes et des médecins, je pense à Ben Kaiser en Suisse, Alex Moron, qui ont écrit un article dans le Lancet en disant que la science devait faire partie du sport. La science devait faire partie intégrante du sport de compétition. Alors, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je dis simplement que aujourd'hui, on a une philosophie qui est figée, une éthique qui est figée, alors que ça ne se passe pas forcément bien au niveau de la pratique. C'est-à-dire que l'AMA a été créée il y a une vingtaine d'années. On pourrait essayer d'évaluer ce qu'a fait l'AMA et voir si effectivement, au niveau des valeurs centrales, à savoir, pour ma part,
minimiser les risques pour la santé et maximiser l'équité sportive, ça fonctionne. Je pense que ça ne fonctionne pas tout à fait. Et je pense qu'encore une fois que ces raisons invoquées ne sont pas les vraies raisons, et que la vraie raison, c'est la défense d'une philosophie naturaliste à laquelle on attache une politique prohibitionniste. Et donc cette politique prohibitionniste n'a pas fonctionné dans le domaine de la drogue, par exemple. Et aujourd'hui, on a, à mon avis, une politique qui est dépassée et une hypocrisie incroyable dans le domaine du sport. C'est là où je voulais vous amener. Est-ce que, du coup, le manque de réflexion ne fait pas que tout ça est dépassé et qu'on dit toujours que le dopage est en avance sur toutes les règles, que des produits qu'on a du mal à trouver existent toujours on a l'impression que les instances sont toujours dépassées à ce sujet-là. Le dopage, il n'est pas forcément en avance. Le dopage à ETEC, il est lié à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des biomolécules de fabrication biologique qui sont en amont, si on prend le dopage sanguin, de la chaîne de production des globules rouges. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper technique, mais ce que je veux dire, c'est que ça pose problème effectivement au contrôle antidopage. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu l'évolution au-delà du contrôle antidopage pour trouver le produit, de ce qu'on appelle le passeport biologique. Le passeport biologique, il y en a 3 aujourd'hui, dopage sanguin, stéroïdes, nouveaux stéroïdes, et, comment dirais-je, les hormones de croissance, enfin les facteurs de croissance, parce qu'en fait, c'est excessivement complexe. Donc ce passeport biologique revient ni plus ni moins, en fait, à la biologie, et à surveiller l'évolution de l'individu par rapport à lui-même. Donc je pense que progressivement, les mentalités vont évoluer. Ce qui est très clair, par contre, par rapport à la compétition mondiale, qui est sportivo-économique et parfois politique, c'est... Toujours politique. Voilà. C'est que quelque part, il y a un certain nombre de pays qui sont très bien armés, organisés par rapport à leur organisation philosophico-scientifique. Et que nous, en France, on n'est pas tout à fait. Voilà. Ou on fait le choix de ne pas l'être parce que on veut rester... Voilà, où on fait le choix de ne pas l'être. Donc à ce moment-là, en 2024, les gens qui feront les comptes des médailles pourront discuter entre eux. C'est une belle conclusion. Non, il nous reste quelques instants. C'est quoi votre souhait pour l'avenir sur moi, je vais vous dire, mon souhait, c'est qu'on puisse travailler de manière sereine, d'utiliser ces outils et que les sportifs de l'Hexagone ne soient pas obligés de confier ça et ne soient pas managés par leurs agents particuliers pour trouver la bonne adresse aux États-Unis ou en Chine. Voilà. Il faudrait essayer d'organiser, en faisant un certain nombre d'études, qu'on est en train de lancer d'ailleurs, et qu'on essaye de faire en passant par les CPP, hein, ça c'est clair, dont 2 qui se déroulent à Lille, hein, à l'Université de Lille. Sur quel sujet ? Sur les blessures musculaires. Donc l'idée, c'est de regarder pourquoi les gens se blessent plus au niveau musculaire, s'ils récupèrent beaucoup plus vite. Et vu ce qu'on vient de comprendre, effectivement, il y a des phénotypes qui sont guidés par des génotypes. Donc ces études, si on arrive à les faire, on va séquencer, voilà, des sportifs français et françaises. Voilà. Enfin. Jean-Noël, je vous pose la même question. Oui, peut-être impliquer davantage les sportifs et les athlètes autour de cette philosophie du sport et voir ce qu'ils souhaitent, parce que on sait que depuis longtemps, le dopage fait partie, même si c'est dans la clandestinité, du sport de compétition, et donc réfléchir de façon éclairée à ces questions, parce que si... que mettons en évidence aujourd'hui? Admettons que la politique de l'Agence mondiale antidopage fonctionne et qu'effectivement, l'athlète qui gagne, c'est l'athlète qui est le plus doué naturellement et qui a réussi à développer son talent. Mais ce qu'on met en évidence à ce moment-là, ce sont les inégalités naturelles. On va récompenser les inégalités naturelles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose aujourd'hui, au début du XXIe siècle, à récompenser que les inégalités naturelles? Même si le sport, et moi je suis très friand de sport, j'adore regarder le sport, mais c'est un peu étonnant et c'est surtout en contradiction avec ce qui se passe dans d'autres domaines où
dans la société, on accepte une médecine dopante et pas dans le sport. Et donc, le sport est le dernier domaine où on garde une éthique aristocratique, qui est une éthique de l'Antiquité, où on hiérarchise les gens en fonction de leur talent naturel. Alors, on peut faire ça, moi, ça ne me dérange pas, sauf que ça ne marche pas. Ouais. Mais ça aurait du sens, effectivement, d'en parler un petit peu avec les principaux concernés. Avec les athlètes, oui. À savoir les athlètes. Tout à fait. Alors, je pourrais peut-être dire un autre mot d'application, c'est que l'un des intérêts également d'utiliser ces outils, et ça fait partie de certains travaux que j'ai coordonnés avec la création des suivis biologiques longitudinaux qui sont devenus, pour le dopage, des passeports biologiques, c'est la compréhension de la performance et de ce qui fait la performance chez un certain nombre de gens hyper doués, qui sont les champions, parce qu'en fait, l'organisation génique qui fait que vous allez pouvoir présenter une pathologie de celui qui va être malade, ou de celle qui va être malade, c'est la même que, à l'inverse, que ce qui permet d'être dans le 0,1% qui font les champions. Donc la compréhension de la performance est un des moyens indirects avec les mêmes outils. Et c'est ce qu'a voulu montrer Bouchard de manière un peu, comment dirais-je, futuriste, il y a 30 ans. En fait, ça permet de comprendre un certain nombre de pathologies qui vont nous toucher, puisque grosso modo, en tant que chasseur-cueilleur, on ne va pas faire 35 km par jour pour courir après une gazelle. On ne va plus le faire. Donc on va créer les pathologies de 2050-2100, et il vaut mieux les comprendre. Et à partir des athlètes absolus, on peut comprendre ce qui pourra être passé dans la population générale. Oui, là, on fait le tour. On était parti pour améliorer les athlètes de la recherche sur les maladies. Et là, on repart dans le sens inverse. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. Merci infiniment. On a parlé biotechnologie et philosophie. C'était très chouette. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, on va parler de comment faire performer le sport à travers l'action publique. À tout de suite.